Donc bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis très heureux d'être avec Mathias et Maëlys Lucot, fondateurs de Brest Club. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Ouais, je commence. Donc moi, je suis Maëlys Lucot. J'ai tout juste 28 ans et je suis la co-gérante actuelle de Brest Club. Je gère toute la partie logistique, administrative, service client et communication de la marque. Et donc moi c'est Mathias Lucot, donc j'ai 30 ans, je suis le créateur de la marque Brest Club. Je gère tout ce qui est création graphique et production au sein de la marque. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avant d'entreprendre, quelles ont été vos différentes expériences? Alors, moi, j'ai fait des études dans la communication. J'ai un BTS communication. J'ai poursuivi par une licence, toujours en communication, spécialisée dans les relations presse et relations publiques. Et ensuite, j'ai terminé par un master spécialisé dans le marketing du luxe, qui ne m'a pas du tout plu. Et voilà, j'ai commencé ma vie professionnelle chez Princesse Tam Tam. J'étais chargée d'image et d'édition. Donc, je gérais voilà, sur le pôle communication tout ce qui était lié à la presse et aux campagnes de publicité. Et moi du coup j'ai un bagage graphique, donc j'ai une licence en design graphique. J'étais graphiste freelance sur Paris et en même temps en alternance dans une boîte d'événementiel sportif. En fait la plus grande course de chien de traîneau d'Europe, ce qui est un peu paradoxal de Paris. Et sinon j'étais graphiste freelance plutôt dans le milieu du prêt-à-porter, donc chez Sandro et Princesse Tam Tam. Et j'ai créé Brest Club en 2016, suite pour alimenter en fait le book, mon book de graphiste freelance. C'est parti de là en fait de la marque. Très bien. Justement, on va en parler justement de l'histoire de la marque. Ça a été quoi le déclic de la création de Brest Club? Il y a aussi une marque juste avant qui a été créée. Est-ce qu'on peut en parler? Il y a plusieurs marques en fait qui ont été créées. En fait, j'ai commencé mon parcours professionnel chez Nornet en tant que graphiste. Et il y a un commercial qui est venu me voir entre guillemets pour monter une marque de fringues régionaliste sur la thématique du Nord-Pas-de-Calais. Donc on a élaboré cette marque de la conception à la réalisation graphique. On a lancé les premières impressions. Ça s'est pas très bien fini puisqu'en gros il m'a évincé au moment du lancement. J'étais encore étudiant à l'époque, donc du coup c'était de la main d'œuvre facile et peu chère, on va dire ça comme ça. J'ai accusé un peu le coup. Ensuite j'ai rejoint Maëlys sur Paris et à ce moment-là j'ai monté une marque qui s'appelle Gast Brest Touch, où c'était vraiment un esprit revanchard en fait qui m'a poussé à continuer à faire ça. Et légèrement chauvin aussi. Et légèrement chauvin, bretonne. Effectivement. Et puis il y avait eu un petit succès de la marque du Nord, donc je savais que entre guillemets il y avait matière également avec la Bretagne. On a lancé le site, on a eu une couverture presse par le Ouest France, assez grande par rapport à notre existence, on avait 10 minutes d'existence. Donc on s'est retrouvé le lendemain matin en une. On avait une pleine page en édition Bretagne. Et on était, je sais pas si tu vois, les petites affiches dans les bureaux de tabac avec en gros marqué Gast, la nouvelle marque bretonne. Autant dire que les ventes ont décollé directement. Super, on était un peu dépassé par les événements parce que c'était vraiment de l'à côté quoi. Oui, on faisait ça, c'était parallèle à notre job, voilà, fallait qu'on aille bosser le matin, on a vu ça, on a vu les ventes qui s'emballaient complètement sur le site. À l'époque, on n'avait aucune machine de production, donc on sous-traitait toute la production et on n'avait aucune idée de comment on allait faire. On n'avait même pas d'enveloppe pour envoyer les produits, on n'avait même pas de suivi des commandes, on notait tout sur un petit carnet, c'était un peu la panique. Bon, on était hyper contents, mais c'était un peu la panique parce que c'était pas du tout destiné à monter comme ça aussi vite. Donc, hyper content. Et puis après, la chute. La chute, le lendemain, ma mère qui m'appelle, donc ma mère habite en Bretagne, et me dit, texto, qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Alors je comprends pas très bien parce que je me sentais coupable de rien. Pour une fois, on avait... Et en fait, il y avait un huissier de justice qui était chez mes parents pour une mise en demeure pour contrefaçon de marque. En fait, tout bonnement, on avait déposé la marque à l'INPI.
On était novices en la matière et on n'avait pas fait de recherche d'antériorité ou on n'avait pas connaissance du moins que s'il y avait des marques avec un nom proche, on pouvait être embêté. Et en gros, il y avait une marque en l'occurrence qui s'appelait Gast. Nous, c'était Gast Breast Touch, mais c'était trop proche. Donc, très gentiment, ils nous ont demandé d'arrêter, ou du moins de changer de nom. Alors, c'était un peu compliqué parce que nous, c'était vraiment du bricolage. Donc, pour nous, changer de nom, c'était financièrement, c'était compliqué parce qu'on venait de déposer le nom de marque. On avait acheté le nom de domaine. Tout changer du jour au lendemain alors qu'on avait une couverture presse, c'est aussi un peu bizarre. Et puis, on n'était pas du métier. Et puis surtout, on a pris peur parce que quand même, le fait d'avoir un huissier de justice chez les parents, mine de rien, on s'est dit, c'est pas du tout le but de se créer des ennuis avec cette marque-là. C'est une marque plaisir, c'est un à côté par rapport à nos boulots. Donc, on s'est dit, l'idée, c'est pas du tout de se mettre dans une situation qu'on va regretter. Donc, on a juste préféré tout arrêter. On a envoyé les t-shirts qui avaient été commandés, on a tout stoppé. Et puis, on s'est dit, c'est pas grave, c'est pas pour cette fois. Et on rebondira plus tard ou pas. Et voilà, donc ça s'est fini comme ça. Et puis, 2 mois après, on a pris la décision de rentrer en Bretagne pour vraiment des questions personnelles, de se dire qu'on avait envie de se rapprocher de notre famille et de nos amis. Et donc, on est rentrés sans trop de projets professionnels parce qu'on savait tous les deux que vu notre cœur de métier, ça allait être un peu plus compliqué de trouver du boulot que sur Paris, et particulièrement du boulot qui nous plaît. Donc, on est rentrés. Moi, j'ai trouvé un job un peu alimentaire dans la communication, toujours dans le prêt-à-porter. Ça m'a pas du tout plu. Et parallèlement, Mathias cherchait du boulot. Et puis, j'ai bien senti qu'en fait, il cherchait sans trop chercher. Mais que par contre, il était en train de monter un projet à côté dont il me parlait pas vraiment. Voilà. Donc, En fait, moi, je cherchais, mais c'est vrai que ce qui m'attirait, c'était quand même le prêt-à-porter. Ce que j'avais pu vivre sur Paris, en fait, avec tout ce qui est lookbook, que je retrouvais pas ici. Clairement, il n'y a que Beaumanoir et à l'époque, ils ne cherchaient pas. Enfin, dans les parages, en tout cas. Donc, je me suis retrouvé à postuler un peu à droite à gauche, beaucoup d'agences de com, ce genre de choses. Et je me suis dit que finalement, si je ne trouvais pas chaussure à mon pied, fallait, entre guillemets, que je monte mon projet. J'avais gardé encore mes jobs de free sur Paris, donc j'avais quand même un bagage sécure en termes de finances, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai monté dans mon coin le projet Brace Club avec la CCI, mais vraiment indépendant de Maëlys, quoi. C'est ça. En fait, là, l'idée, c'était de se dire ce qui a fonctionné avec la première marque chez Gast, c'était les visuels qui ont plu. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose. Et je pense qu'effectivement, il y avait l'esprit revanchard. Et cette fois-ci, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai envie de le remonter, mais de manière professionnelle. Donc, j'ai envie de faire les choses correctement. En fait, il fallait structurer. C'était juste ça, en fait, qui était le plus important. En fait, on avait vraiment fait les choses à l'arrache. De Paris, c'est-à-dire que j'avais créé des visuels, j'avais fait des mock-ups, j'avais monté un petit site, on avait créé une page Facebook, on avait balancé ça comme ça, les copains nous avaient aidés pour le shooting, et puis pour le fun, sans objectif particulier. Voilà. C'est ça. Et là, moi je lui ai dit, écoute, si tu veux remonter le projet, pourquoi pas. Après, il est hors de question que ça se refasse comme ça s'est fait. L'idée, c'est quand même que tu puisses en tirer un revenu, donc on va faire les choses correctement. Et puis il a monté ça tout seul avec l'idée que je sois le parachute financier entre guillemets du couple, puisque moi j'avais trouvé un contrat. Donc voilà, c'était l'idée de base qui n'a pas tenu longtemps, mais c'était l'idée de base. Ok, et comment vous avez fait pour trouver vos premiers fournisseurs, justement pour créer vos produits Alors, fournisseurs textiles par exemple. Par exemple. Ouais, en gros, à la base, était une jeune boîte. J'avais envie quand même de gagner ma vie. C'était un peu l'épée de Damoclès, qui est comme tout entrepreneur qui démarre, de se dire combien de temps je vais durer sans me payer. Donc, tu te dis, tu peux pas prendre le haut de gamme dès le départ. Pas prendre de la merde non plus. Donc en fait, j'avais trouvé un fournisseur middle class, on va dire ça comme ça. La banque m'a financé à hauteur, je crois, de 3 ou 4 000 euros ce premier stock. On démarre, on a une semaine ou deux d'activité et très vite, je m'aperçois en fait que les t-shirts tiennent pas la route, qu'en gros, les impressions sont pas top dessus, liées à la qualité du coton, que les coupes sont pas franchement très modernes.
Donc je dis à Maëlys, là faut que je change parce que sinon on va jamais réussir à fidéliser. Ok, les visuels vont plaire, les gens vont commander une fois, ils vont voir que le t-shirt tient pas, et puis derrière on les reverra pas quoi. Donc on n'avait pas un sou en poche et du coup personnellement j'ai racheté des stocks chez un fournisseur haut de gamme pour mettre toutes les chances de notre côté. Qui est toujours aujourd'hui notre fournisseur. Okay. On a vraiment... à la base, on était parti sur du t-shirt publicitaire pour une marque de prêt-à-porter. On s'est rendu compte que il y avait un truc qui collait pas. Donc, on s'est tourné vers un fournisseur vraiment de qualité prêt-à-porter et qui permet effectivement de ne pas faire de la vente en one-shot, mais bien voilà, que les gens recommandent chez nous. Et ce que n'a pas dit Mathias, c'est qu'à la différence de la première marque qu'on avait montée, on a fait le choix cette fois-ci d'investir directement dans nos propres machines d'impression. Enfin, à l'époque, une seule d'ailleurs. Pour pas avoir à sous-traiter l'impression et pouvoir garder ça en interne directement chez nous. Donc la qualité d'impression, au moins on la maîtrisait à défaut de pouvoir maîtriser la qualité du t-shirt au départ. En fait, le choix d'avoir investi dans les machines également de production, c'est parce qu'en fait j'avais en tête les 2 échecs du passé. Et je savais que en gros le succès de la marque c'était pas que mes visuels ou mon travail, c'était également la notoriété grâce à la presse. Et donc on a eu 2 coups de bol sur les 2 premières marques où c'est venu très rapidement, mais c'était pas forcément le cas sur celle-ci. Donc on avait cette idée aussi de parachute d'activité, c'est-à-dire que si la marque ne décollait pas, on pouvait aussi ouvrir les machines aux particuliers, aux professionnels, pour de la personnalisation textile tout simplement. Donc ça permettait de se lancer avec 2 activités qui pouvaient durant l'année prendre le relais par rapport aux activités. Une sorte de petit plan B au cas où. Voilà, c'était complètement l'idée. C'était l'idée, ouais. Ok. Et quand vous avez eu vos premières ventes Brest Club, qu'est-ce que ça vous a fait ? Bon, moi je me rappelle, on avait la notification via le téléphone et quand ça vibrait dans la poche, on était content quand c'était une notification. On se disait, une commande. Et un peu déçu quand c'était un pote qui t'envoyait un message. C'est ça. Ça a duré quand même assez longtemps. Ouais, puis il faut savoir qu'à ce moment-là, on avait été accueillis par la CCI de Rennes. Donc on était dans un petit bureau de 9 mètres carrés où on avait un bureau, une imprimante et des étagères avec des t-shirts dessus. Et c'est vrai que on était presque là à attendre la commande. Et puis dès que ça vibrait, on se disait, oh cool, on va pouvoir imprimer un t-shirt. Bon, c'est vrai que maintenant on n'en est plus là, mais c'était vraiment la fierté dès que ça vibrait de se dire allez, c'est bon, on en a vendu un, on va pouvoir se mettre au travail. On était vite dépassé, 10 commandes par semaine, c'était on était dépassé. On avait l'impression que c'était la fin du monde, quoi. Et à quel moment vous vous êtes dit que ça pourrait le faire ? Et après, tu as rejoint le projet, Maëlys ? C'est ça. Mais je pense que c'est moi en premier qui me suis dit que ça pourrait le faire. En fait, donc, le deal, c'était effectivement que je sois le parachute financier. Moi, j'ai vu qu'il y avait un énorme potentiel parce que les ventes se sont quand même développées assez rapidement. On a eu rapidement un article dans l'Ouest France, on a eu rapidement quelques coupures de presse. Et du coup, il y a des distributeurs qui ont commencé à nous approcher avant même que moi, j'ai rejoint le projet. Et voilà, et en fait je me suis dit si tout ça est arrivé sans rien faire, je pense que si on fait quelque chose, il y a vraiment moyen que ça marche. Donc en fait, quand mon contrat s'est terminé chez Beau Manoir en août, il me semble, on m'a proposé un CDI. Donc Mathias m'a dit prends-le, mes parents m'ont dit prends-le, et moi je suis allée au rendez-vous et j'ai dit non merci, j'en veux pas, j'ai d'autres projets en tête. Et donc je suis rentrée, j'ai dit à Mathias j'ai refusé le CDI, donc maintenant il n'y a plus le choix, il faut que je travaille avec toi. Il n'était pas hyper content sur le coup. Mais voilà, je lui ai dit, voilà ce que j'ai en tête. Moi, je vais t'aider. Je vais reprendre la partie communication. Je vais gérer les réseaux sociaux. On va booster tout ça. Et puis je vais pouvoir t'aider sur toute la logistique. Et de toute façon, si on veut en vivre, il va falloir mettre un coup de boost. Et tout seul, tu n'y arriveras pas. Donc, non pas qu'il n'ait pas les épaules pour, mais l'activité montait de sorte qu'il fallait il n'avait pas forcément toutes les compétences. On s'est rendu compte qu'on avait 2 profils qui étaient très complémentaires. Et que donc il y avait de l'activité pour nous 2, donc c'est pour ça que j'ai rejoint le projet contre l'avis général. Moi j'étais totalement contre, même j'étais flippé parce qu'en fait il y a tout le contexte aussi. Il faut savoir que quand on est rentré de Paris, on venait de changer d'appartement sur Paris, et quand tu annonces à tes parents, que ce soit tes parents ou mes beaux-parents, qu'on quitte Paris, que nos études viennent de s'achever, qu'on n'a jamais eu de CDI,
qu'ils ont dépensé des sous pour nos écoles. Ouais. Je peux t'assurer que voilà, ils te soutiennent parce que c'est tes parents, mais ils emmènent pas large et ils sont pas très contents, quoi. Donc en fait, quand elle me dit bah moi aussi je le CDI je le refuse et je te rejoins. Alors je croyais en mon projet, mais j'avais pas non plus la certitude de l'avenir. Ouais, Donc plus les 2 premières expériences peut-être qui te. Bah il y a ça aussi, voilà. En fait, je sais faisait un peu douter, voilà, quoi. dans le milieu du prêt-à-porter, que tu peux être gigantesque ou tu peux être minuscule, les risques sont les mêmes en termes de parasites, on va dire ça comme ça, de personnes qui veulent venir récupérer des choses ou qui pensent que tu atteins à leur activité. Donc en fait, il y a tout ça qui est cumulé. Oui, il y a quand même un sacré nombre de risques. Après, je pense qu'on a toujours été comme ça dans notre vie perso et dans notre vie pro tous les deux. C'est que moi, je suis un peu la tête brûlée et je fonce et c'est pas toujours la bonne solution. Et Mathias, lui, est beaucoup plus prudent et c'est lui qui tempère un peu. Bon, là, il se trouve qu'il a pas eu le choix parce que de toute façon, quand il m'a dit prends-le, j'avais déjà refusé. Donc maintenant, c'était comme ça, fallait y aller. Donc voilà, on a mis les mains dedans et puis. Non, et puis avec du recul, c'est la meilleure chose. Enfin, c'est la meilleure décision, je pense, qu'on ait prise au niveau entrepreneurial, parce que ça nous a permis de nous développer très rapidement, parce qu'on est resté, je crois, 6 mois en pépinière d'entreprise, et au bout de 6 mois, on ouvrait la première boutique. Ouais, okay. Ça a bien. Enfin, 8 mois, le temps de faire les démarches. Justement, on va parler des grandes étapes de Brest Club. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Ouais. La première grande étape après évidemment le lancement de la marque, c'est effectivement la boutique que vient d'évoquer Mathias. En fait, c'est notre cabinet comptable notre comptable qui est venu vers nous et qui nous a dit bon les petits jeunes, c'est bien ce que vous faites dans votre bureau de 9 mètres carrés, mais là, si vous voulez aller plus loin, il va falloir sortir de là et puis battre des ailes et s'envoler. Donc, on a pris la décision d'ouvrir une boutique dans le centre-ville de Rennes. On savait que la marque n'avait pas suffisamment de légitimité pour ouvrir une boutique en nom propre avec uniquement des produits Brest Club. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, on avait nos machines de production et on s'est dit on va essayer d'ouvrir un lieu dans lequel on va distribuer notre marque, mais on va aussi proposer aux professionnels et aux particuliers d'utiliser nos machines entre guillemets pour pouvoir développer leurs propres projets. Donc on a accompagné des jeunes marques en lancement comme nous on a fait, des particuliers, des pros, voilà. Donc on a ouvert cette boutique en avril 2017. Donc vraiment tout juste un an après avoir lancé la marque. Comme effectivement la marque avait fait un très bon démarrage, les banques nous ont suivis sans problème, parce que là c'est vrai qu'en termes d'investissement, un pas de porte dans le centre-ville de Rennes, des nouvelles machines, un aménagement, du stock, c'était quand même un gros risque financier. Après, il était mesuré parce que le cabinet comptable avait fait tous les prévisionnels nécessaires et effectivement, on voyait que c'était pas insurmontable. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est passer du digital au physique aussi. C'est ça. Et puis surtout, c'est apprendre des nouveaux métiers parce que pour le coup, nous, le commerce, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Puis là, t'es en vente directe. Ouais, c'est ça. C'était vraiment une nouvelle. En un an, je pense qu'on a endossé plusieurs casquettes parce que moi, je me rappelle quand on m'a livré la première machine à la pépinière d'entreprise. En gros, c'est des machines qui ont un certain coût. Le mec arrive, il est tout seul, c'est hyper lourd, faut la monter à l'étage. Donc déjà, ça passe pas les portes. Je connais le coup, lui il les manipule comme un bourrin. Je me dis wow, qu'est-ce qui se passe? Il installe tout, 1 heure de formation, il me serre la main, il s'en va. Et moi je me retrouve face à la machine en n'ayant jamais imprimé un seul t-shirt. J'avais déjà été dans les ateliers à Paris qui avaient ce genre de machine, donc j'avais vu faire, mais sans réelle maîtrise. Ensuite, il y a l'ouverture de la boutique où là, il faut être commerçant. Alors, c'est un autre métier. Ça s'appréhende différemment que le métier d'imprimeur. Et en plus, on n'avait pas la casquette d'imprimeur classique. Un mec qui se dit, voilà, moi, je fais du marquage textile et puis c'est comme ça que ça se passe. Nous, avant tout, on est créateur de marque. Donc, c'était peut-être la force qu'on a eue par rapport aux autres. C'est qu'on avait cette appréhension globale en fait, du marché. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de jeunes marques qui veulent se lancer et c'est vrai qu'on est passé par là, donc c'est notre force.
Ça, c'était... Ouais, donc l'ouverture de la boutique, ça a été la plus grosse étape parce que je pense que ça a marqué un vrai tournant aussi dans le développement de la marque. C'était une vitrine, c'était beaucoup plus de légitimité aussi pour la marque. Donc, ouais, ça a été une grosse étape. Je pense que l'autre grosse étape qui a vraiment marqué un tournant pour la marque, c'est le Brésil. Je pense qu'on peut pas le nier. Ouais. C'est un t-shirt qu'on a sorti suite à la victoire des Bleus pendant la dernière Coupe du Monde, qui nous a valu une couverture médiatique nationale complètement hallucinante parce que tous les médias effectivement ont fait un relais de ce produit sans même qu'on s'y attende. Je pense qu'on n'a pas du tout compris ce qui s'est passé pendant ces 48 heures-là. Après, pour ceux qui ont suivi l'histoire, effectivement, on a été attaqué derrière pour ce t-shirt-là. Donc ça a été un gros coup de massue. Explique un peu le t-shirt justement. C'était. Ouais. En fait, c'était l'idée, c'était de rendre hommage à l'équipe de France. Donc Mathias a sorti un t-shirt qui était, on va dire, inspiré du maillot de. C'était revisité 98. en mode Bretagne. Ouais, c'est ça. On a essayé de revisiter un peu le maillot de 98, mais à la sauce bretonne et puis voilà, identitaire comme on le fait sur chacun de nos produits. Bon, il se trouve que ça se passe pas comme ça, on fait pas ce qu'on veut, donc on s'est fait attaquer pour ce produit-là. Sauf que on en avait vendu un sacré paquet. Ça a été très compliqué en termes d'organisation, en termes de logistique, parce qu'avant qu'on se fasse attaquer, on avait déjà la problématique on n'est pas capable d'assurer la production d'autant de t-shirts en si peu de temps. L'expédition, la Poste nous a lâchés. Enfin, vraiment, ça a été 48 heures d'énormes galères de se dire mais comment on va réussir à sortir ces t-shirts-là. Ouais, je pense que c'est l'événement le plus marquant psychologiquement, je dirais même. Ouais. Parce que ça peut mettre en péril l'entreprise. Complètement, en fait, des 3 ans de la boîte. En fait, si tu veux, on rentre de vacances. On avait déjà sorti un produit avec une seule étoile, donc ils ont gagné. Donc je dis à Maëlys, je le remets avec 2 étoiles. Et là, on a par chance un distributeur, entre guillemets, qui travaille au point, qui m'appelle et qui me dit ouais, j'ai vu ce que tu as sorti, est-ce que je peux en parler dans le point Je dis ouais, pas de souci, vas-y. Ah puis surtout trop cool, vas-y à fond Ouais, quoi. Si t'as besoin d'infos, moi je m'attendais à un support papier. En fait, lui il s'occupait du digital et donc en fait il le sort quasiment instantanément vers 19h. Moi j'avais sorti le t-shirt à 18h. On rentre tranquillement à la maison et là je te parlais des notifications de tout à l'heure dans la poche. Là on a coupé les téléphones. Je dis c'est quoi ce bordel. Et puis en fait on très vite en fait on passe de 3, 4, 5 à 10 commandes par minute. On se dit wow, comment on va faire, on se dit on va avoir du boulot le lendemain. Mais le site va jamais tenir. Enfin, on voyait le truc, on s'est dit mais ça va pas le faire. Et puis, au final, on a quand même pris un peu peur. On s'est dit, on va... ce qu'on fait, c'est que là, on éteint les téléphones, puis on verra ça demain. Et puis, le lendemain, on rallume les téléphones, et puis on voit la... pas loin des 500 commandes dans la nuit. Donc, je commence à flipper. Je me dis, parce qu'en fait, moi, à l'époque, on n'a qu'une seule machine, il me semble. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Du coup, j'appelle mes beaux-parents pour trouver une solution, en fait... sur toute la logistique pour qu'ils puissent nous aider quoi. Et je dis à mon beau-père, je me rappellerai toute ma vie je pense de la petite réflexion, je lui dis voilà, j'arrête, je coupe, on l'enlève quoi, on supprime le produit du site. Et Maëlys elle a les larmes aux yeux, on est stressé parce qu'on sait pas comment on va pouvoir faire pour honorer les commandes dans un temps raisonnable. Et il s'approche, il me dit t'auras peut-être qu'une seule fois cette chance dans ta vie de faire un gros coup, donc vas-y. Moi, je dis bon, ok. Donc du coup, moi ça me rebooste. On décide de fermer la boutique temporairement. J'appelle des collègues sérigraphes et je leur dis est-ce que tu peux me prendre en urgence une quantité, je dirais de 1000 t-shirts dans les 10 jours. Je dis pas de souci, on fait comme ça. Sauf qu'en fait les ventes la vente à la base était éphémère de 3 jours. Sauf qu'en fait on a vendu 7000 produits en 3 jours. Parce que ce que dit pas Mathias, c'est que entre temps là, pendant qu'on cherche des solutions, on a Ouest France qui nous appelle, on a RMC, on a BFM TV, l'équipe, M6, enfin vraiment ça se bouscule.
Je sais même plus. Et pourtant, moi, j'ai fait 5 ans d'études dans les relations presse, etc. Mais alors là, je suis dépassée. Enfin, c'est même plus dépassée. Quand là, ça t'arrive que. C'est ça. Et là, j'ai envie de me mettre dans un trou, d'attendre que ça passe et qu'on me laisse tranquille. Quoi. En fait, vraiment, c'est un peu de ma faute parce qu'en fait, en gros, moi, je suis pas du. Enfin, la presse, je maîtrise très mal. Et en fait, il y a une jeune femme qui m'appelle et c'était moi, enfin entre guillemets le standardiste de l'époque, qui me dit je fais partie de l'agence France Presse. Moi, l'agence France Presse, je pensais juste que c'était un journal, donc j'y vais gaiement, pas de souci, je te donne toutes les informations qu'il faut. Ah bah ouais, et puis tu trouves que dans l'heure, c'était... Et là, en fait, moi, j'avais dit, on arrête d'en parler, et puis il raccroche, je lui dis, c'était qui? Il me dit, l'agence France Presse. Et je le regarde, je lui dis, et il comprend pas, je lui explique, il me dit, oh merde. Ouais, donc là, c'était reparti, et voilà. Après, très honnêtement, avec le recul, effectivement, une couverture médiatique comme ça, on n'en aura jamais deux et c'était très bon à prendre. C'était une expérience qui était hyper formatrice, donc on regrette pas du tout. Mais c'est vrai que ça a été un ascenseur émotionnel extrêmement fort. Voilà, on est devenu une casquette supplémentaire. On est, je pense, expert en gestion de crise parce que faut appeler le sérigraphe toutes les heures pour lui dire bah non, en fait, le volume ça sera pas ça sera 500 de plus, 500 de plus, 500 de plus. La poste qui te lâche. Ouais. Sachant que nous il n'y a rien d'automatisé à l'époque, donc en gros la poste qui nous dit maintenant vous avez un trop gros volume, il faut faire une analyse financière de votre boîte, ça prend 15 jours. Je dis bah non, moi mes clients c'est 15 jours, c'est la promesse chez Presse Club, donc je dis non, il faut trouver une autre solution. Donc je missionne mon beau-père qui fait le tour de tous les bureaux de tabac, de presse, tous les bureaux de poste de l'agglomération rennaise pour aller récupérer je ne sais plus combien de milliers de timbres. 15 000 timbres pour pouvoir les coller un par un sur les enveloppes qu'on avait écrit une par une à la main. Donc ça, c'était ma mère qui était depuis 3 jours, jour et nuit à écrire les enveloppes. Et après, il fallait aussi assurer un suivi. Donc coller tous les stickers de suivi, noter le nom à la main. Enfin, c'était vraiment... non, ça a été quand même un gros, on peut le dire, un beau bordel. Et puis le jour où le sérigraphe a tous les t-shirts, on s'apprête à lancer la production, toutes les enveloppes sont prêtes, les timbres sont collés, et on reçoit un courrier. En fait, je suis à la boutique et en fait, on avait gardé juste le 44 en production parce qu'il y avait un peu moins de volume. Donc grille fermée et il y a le facteur qui toque à la porte et qui me dit voilà, vous avez un recommandé. Donc je regarde et j'ouvre instinctivement et là je regarde et je dis wow. Donc j'appelle Maëlys, je lui dis bon là on est dans la merde et là ça me rappelle les deux précédentes expériences. Là tu te dis là c'est un autre level quand même hein, on se dit, ça fait 5 jours que tu dors pas parce que t'es là en train de gérer les choses. Donc voilà, moi j'ai les larmes qui montent. Et puis c'est ça, t'as plus les nerfs en fait. Arrivé à ce stade-là, je pense qu'on avait tout donné en termes d'énergie, en termes de... Enfin, tout. Et là, on n'avait vraiment plus les nerfs d'assumer encore une difficulté supplémentaire. Donc effectivement, je pense qu'on s'est écroulés tous les deux. Mais en fait, faut être très rapide parce qu'en fait mon sérigraphe m'avait appelé le matin en me disant c'est bon là on vient de finir la déballe donc on lance à 10h la production et par chance le facteur est arrivé avant donc je l'appelle, je lui dis t'annules tout. Il me dit pourquoi parce qu'en fait je lui explique un peu les choses, on nous demande d'arrêter et donc j'ai envie de régler les problèmes avant de lancer quoi que ce soit. Clairement. Je vais pas en fait on savait pas vraiment quel était le risque, ce qu'on devait faire, etc. Donc n'ayant pas de visibilité, on a mis tout en stand-by. On s'est rejoint chez mes parents qui étaient un peu le QG parce qu'on avait étalé toutes les enveloppes partout dans le salon. Enfin bref, on se rejoint là-bas. Je pense que nous à ce moment-là on capitule clairement. On va dehors, on s'effondre, on attend que ça passe. Pendant ce temps-là, heureusement, il y avait mon frère, mes parents, tout ça qui étaient là, qui ont, eux, appelé des cabinets d'avocats, des connaissances, des ceci, des cela, pour avoir des avis. Et donc, on se retrouve en entretien téléphonique l'après-midi même avec un gros cabinet d'avocats qui nous dit... honnêtement, là, c'est à l'appréciation d'un juge. Faut compter quasiment 1 an de procédure si vous voulez vraiment aller vous battre. Et si vous perdez, vous coulez tout. C'est terminé. En fait, à l'époque, la boîte, elle a à peine 2 ans. Autant dire qu'on a un petit chiffre d'affaires qui se développe bien, mais quand même petit. Et en gros, quand on estimait l'amende qu'on pouvait prendre, on était à 2 fois le chiffre d'affaires de l'époque.
Puis là, ça peut impacter vos vies personnelles aussi. Ah bah donc, c'est ça, c'est clair. on perd tout. Et puis on a, le fait d'être en couple, on a tous nos œufs dans le même panier. Donc effectivement, on perd la boîte, on perd tout. Et surtout, on s'est dit, est-ce qu'on est prêt à sacrifier les 2 ans de boulot acharné qu'on vient de fournir pour cette histoire-là? Non. Pour un t-shirt, en fait, pour rebondir sur l'actualité, en fait, tout simplement. C'est ça. On n'avait pas, en fait, quand on le sort, ce t-shirt-là, on n'a aucune idée en tête en se disant on va faire un gros coup marketing ou on va faire le buzz. C'est pas du tout l'idée à ce moment-là. Donc on se dit franchement, tout foutre en l'air pour ça vaut clairement pas le coup. Même si notre première réaction a été de se dire attends, on va pas se laisser marcher sur les pieds, on y va, on va se battre et puis après on se dit non mais ça vaut pas le coup en fait. Enfin, on va y passer 1 an à penser qu'à ça jour et nuit, autant passer à autre chose directement. Et voilà, on préférait mettre notre énergie ailleurs, à créer d'autres collections. On crée déjà 2 collections par an, plus des t-shirts événementiels. Donc on s'était dit ça ne servait pas à grand chose. Voilà, certes c'était un gros chiffre d'affaires puisque c'est 150 000 € en 3 jours quand même. Donc, ça veut dire d'affaires d'une année. C'est-à-dire que là, le fait de renoncer, c'est rembourser les clients. Et puis alors, vu le site qu'on avait à l'époque, c'est les rembourser un par un à la main. Donc ça a pris énormément de temps. C'est du service client, mais à n'en plus finir jour et nuit. Des gens qui nous disent je reçois pas mon t-shirt, je comprends pas parce que ils avaient pas vu la communication qu'on avait fait, ils avaient pas vu les remboursements. Nous, des remboursements qui sont passés à la trappe. Donc vraiment, ça a été... Tout en étant 2, du coup. Tout en étant 2, c'est ça. Ça a été vraiment, vraiment hyper compliqué. Et puis, il faut ranger les 4000 enveloppes qui attendent dans le salon. Enfin... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une couverture médiatique pour le lancement de ce produit. Donc, on va dire une couverture positive. Et on a eu la deuxième semaine une couverture sur notre annonce qu'on n'honorait pas les commandes et qu'on allait rembourser tout le monde. En fait, donc tous les médias nous ont recontactés pour avoir qu'on donne notre point de vue là-dessus, sachant qu'on ne pouvait pas citer la personne, et on ne le citera toujours pas, la personne qui nous attaquait. Donc du coup, là, tu n'as plus la force. Alors c'est cool de répondre aux journalistes quand tout va bien, quand tout va mal, c'est un peu moins cool. Certains en plus avaient très peu de tact. En gros, on leur disait non, on n'a le droit de rien dire. Ils faisaient quand même un article derrière. Ils nous disaient clairement, c'est pas grave, j'irai me servir sur Twitter. Ouais. On a eu d'autres choses qui étaient complètement indépendantes de notre volonté, c'est-à-dire qu'on a eu une grosse solidarité de la part de nos clients. Donc il y a eu des manifestations devant un siège à Paris, il y a eu des pétitions en ligne, il y a eu tout un tas de commentaires. Et puis alors là, sur les réseaux. Ça nous a complètement dépassé. C'est-à-dire que nous là, on était déjà au fond du trou, donc on avait juste envie que les gens nous laissent tranquilles, même si c'était hyper appréciable et ça nous a fait hyper plaisir de voir qu'il y avait un tel engouement. Mais clairement, nous, on avait juste envie que ça s'arrête, de passer à autre chose. Et voilà, donc c'est vrai que même nous, c'était dur à ce moment-là. Après, voilà, une fois qu'on avait pris la décision de pas se battre, on a fait notre travail de petite main de remboursement de tout le monde, de service client, et puis on est passé à autre chose en se disant voilà, cette étape-là, c'est terminé. Je pense qu'on a gagné un peu de sympathie dans le cœur des gens parce que tout le monde s'est rangé du côté du petit pousset et pas du grand qui nous attaquait. Voilà, donc finalement, ça a été quand même hyper positif sur ce point-là. Donc ça a été une grande étape. Et puis l'étape suivante, c'est quand Mathias s'est dit j'en ai lancé un, je me suis fait attaquer, c'est pas grave, je vais en relancer un deuxième, mais cette fois-ci, je vais faire en sorte de pas me faire attaquer. En fait, c'est un peu cet esprit revanchard, comme par rapport à Gast, on lance Brest Club, et puis on avait testé avec Gast, Brest Club c'est abouti, pareil, j'ai testé avec le Brésizou, et donc du coup, je me dis, je vais réussir avec le Brésizou 2.0. Donc en gros, je retravaille un visuel. J'étais complètement contre, mais bon. Je me rappelle en fait, à l'époque, on était que tous les deux toujours. On était en boutique, 18h30 à peu près. Enfin, ça allait fermer. Et dans mon coin, en un quart d'heure, je bisouille un truc. J'envoie ça à mes beaux-parents avant de l'envoyer à Maëlys. Mon beau-père me dit, c'est cool. Je renvoie à Maëlys. J'inclus Maëlys dans la boucle et direct elle met no way, non, arrête tes conneries, c'est bon, Noël approche. Une fois pas deux. On va pas se faire. Là on peut vraiment en pâtir si ça se passe mal à Noël. Noël c'est une période importante pour nous. C'est pas possible. J'essaie de me défendre comme je peux en disant là non, j'ai bien travaillé les choses, là il y a rien du maillot d'un maillot qui a pu exister, là c'est vraiment 100% breton. Je pense que je le sens bien. Mon beau-père qui revient, qui débarque à la boutique, qui me dit allez on va le faire. Du coup Maëlys s'est dit vous vous démerdez, mais je veux rien faire. Moi je veux pas le savoir. Au final. Du coup on le lance pareil vers 19. Non, je lui dis je lance demain, et mon beau-père me redit, il me dit pourquoi attendre demain. Donc je dis
Ok, ça me prenait 2 minutes de le mettre en ligne, donc je le mets en ligne, je fais un post Facebook, un post Instagram, et puis le téléphone qui se remet à vibrer dans la poche. Donc là, on se dit wow, sauf que là, on avait pris la décision de ne pas fermer la boutique. Donc du coup, on ouvre la boutique, et le lendemain matin, une queue de je sais pas combien de personnes devant la boutique, parce qu'en fait, ils voulaient pas louper cette édition en se disant je l'ai commandé en ligne, vous m'avez remboursé parce que vous êtes fait attaquer, si là vous vous faites attaquer je repars avec et plus personne pourra me le prendre et je vous le rendrai pas. Donc on avait la queue, je sais pas, mais on avait l'impression d'être dans une boulangerie un dimanche matin quoi. Les gens faisaient la queue devant la boutique, c'était n'importe quoi, surtout que pour le coup on s'attendait pas du tout, on savait qu'effectivement ça allait générer des ventes parce que voilà, il y avait des gens déjà de la première édition qui nous avaient dit nous remboursez pas, on vous soutient, etc. Donc on savait que rien que par esprit de soutien on ferait des ventes, mais honnêtement on s'attendait pas à ça. On en a vendu quasiment autant que la première édition. Et sauf que là on a décidé de pas sous-traiter la production, donc on a tout géré nous-mêmes en interne. Ouais, parce qu'on avait on avait un petit peu grandi, on avait embauché un imprimeur et on avait pris des locaux en fait à l'extérieur de Rennes, à Melesse, bureaux, locaux, ateliers quoi. Donc on avait une capacité de gestion du truc qui était beaucoup plus importante, donc ça nous a permis de le gérer en interne et voilà, et ça a été encore une fois une super expérience parce qu'on a le retour des gens, parce qu'en plus on était en boutique, donc les gens qui n'avaient pas pu nous rencontrer la première fois suite au premier Brésil sont venus nous apporter tout leur soutien, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et puis en termes de chiffre d'affaires, on va pas se mentir, cette fois-ci on a eu à rembourser personne, donc c'était une opération qui nous a permis de payer les pots cassés de la première édition où on avait déjà investi dans les t-shirts vierges, on avait déjà investi dans les timbres, les enveloppes, etc. Donc on avait quand même de la trésor qui était mobilisée et là ça nous a permis de sauver les pots cassés par rapport à la première édition quoi. Encore une fois, vous réussissez à rebondir après. C'est ça, on essaye en tout cas. Mais là, c'est vrai que sur ce truc-là, on s'en est pas trop mal sorti. Je pense que ça a été les grandes étapes de la marque. Et puis la dernière grande étape, ça a été l'ouverture de la première boutique en nom propre de la marque Brest Club. Où là, c'était un gros pari pour nous de se dire est-ce qu'une boutique peut vivre avec uniquement des produits Brest Club. Donc on l'a ouvert la porte à côté en juin. Donc elle est toujours au 12 rue du Chapitre, comme c'est la même adresse que notre première boutique, puisque c'est le même bâtiment, mais c'est deux vitrines différentes. Et pour l'instant, c'est pari réussi. En fait, cette première boutique, on ne l'a pas ouverte. Maëlys l'aurait peut-être ouverte puisque c'est elle la feu follet dans l'histoire, mais l'aurait peut-être ouverte comme ça sur un coup de tête. Moi, j'étais plus réservé et en fait, on a quand même du recul parce qu'aujourd'hui, on a 25 distributeurs de la marque en Bretagne qui ne cessent de s'accroître. On avait testé sur des pop-up en bord de mer les 2 étés précédents. Un à Perros-Guirec et un au Val-André. Donc on savait que les produits marchaient sur une saison. En revanche, on avait plus de doutes sur à l'année, c'est plus compliqué. Même si Grammage se positionnait comme un distributeur, il y avait d'autres produits qui pouvaient eux attirer de prime abord le client dans la boutique. Est-ce que les simples produits Brest Club allaient attirer les clients toute l'année? Ouais, puis il suffirait à générer un chiffre d'affaires suffisant pour faire vivre une boutique. C'est quand même des charges à l'année qui sont hyper importantes. Donc, on n'avait pas cette certitude-là. Et puis, on a eu l'opportunité d'un local qui se libérait. Et puis, on s'est dit, feu, on y va. Et puis, on verra bien. Et pour l'instant, le bilan est hyper positif. Et on est hyper content de voir qu'effectivement, une boutique avec uniquement des produits Brest Club est capable de vivre et de fonctionner. Voilà. Okay. Non, c'est un bilan positif. C'est la dernière grande étape entre guillemets de la marque. Quoi. Pour le moment. Pour le moment, c'est ça. Il y a une autre étape, mais qui arrive dans 3 jours en fait. On ouvre une boutique à Brest, donc une boutique Brest Club, pareil à l'année. Donc rien de saisonnier. Sur le même concept que ce qu'on a fait à Rennes, vraiment que des produits Brest Club. Et puis on va voir. Bon, a priori, pareil, on a bien étudié le marché, donc on sait ce qu'on fait, mais voilà, c'est la prochaine grande étape. Ok. Et donc aujourd'hui, niveau stats, vous êtes à combien de chiffre d'affaires? Vous êtes combien dans la société? Alors, combien on est dans la société? On est à temps plein 6.
Ouais. En fonction de la saisonnalité, on varie entre 8 et 10. Ouais. Le temps fort vraiment de la saison d'été, on est 10 parce que pour nous, c'est une grande étape de l'année, l'été, puisque, comme disait Mathias, on a beaucoup de distributeurs, donc il y a une production qui est plus importante à ce moment-là. Donc effectivement, à ce moment-là, on embauche vraiment en extra. Et puis en termes de chiffre d'affaires, alors si je dis pas de bêtises, donc là on a 3 ans, vraiment on a 3 bilans complets. On a démarré à 65 000 € la première année. On est passé à 255 000 la deuxième année. Et aujourd'hui, on est à 550 000 voilà, sur le dernier bilan. Et puis, on espère que ça va continuer comme ça sur le prochain. Carrément. Et donc, après cette partie histoire, on va parler rencontres et inspiration. Sur la partie rencontres, est-ce que vous avez eu des rencontres qui vous ont permis de franchir un cap dans votre business? Alors des rencontres entrepreneuriales, en fait c'est tout bête, hein, mais c'est dans mon entourage plutôt. Ouais. Contrairement à l'entourage que j'ai aujourd'hui, je suis pas entrepreneur dans l'âme. C'est plutôt l'idée qui m'a amené à l'entrepreneuriat. C'est le constat qu'il y avait peut-être une patte qui pouvait trouver sa cible dans le milieu du prêt-à-porter breton. Donc en fait c'est plus mon entourage qui m'a inspiré, c'est-à-dire un pote qui a un food truck. Pour moi l'entrepreneuriat c'était trop compliqué. Lui à son échelle me rassurait en me disant mais t'inquiète, tu peux y arriver, regarde moi j'y connaissais rien non plus et aujourd'hui je suis même obligé de faire un peu de compta, faire un peu de gestion, donc voilà. Il y a eu aussi Maëlys, parce que quand même c'était c'était plus facile. Je pense que si j'avais été tout seul, célibataire, pas épaulé, pas accompagné, je pense que je me serais pas lancé. Il y avait ça, et puis après il y a eu toutes les rencontres qui ont été plus au démarrage de la société, où là ça a été des amis qui aujourd'hui sont proches, et voilà, aujourd'hui je pense qu'on a sur Rennes, on est très bien entouré et quasiment que d'entrepreneurs jeunes, dynamiques, innovants. Et ça compte parce que ça booste au quotidien, parce qu'on a les mêmes problématiques. C'est une entraide aussi générale. C'est vrai qu'on se rend compte que notre groupe d'amis historiques, c'est pas du tout des entrepreneurs, et effectivement on n'est pas forcément compris sur les problématiques qu'on vit au quotidien. Le fait là aujourd'hui de s'être créé un cercle d'amis proches sur Rennes qui sont dans ces problématiques là, et c'est un vrai booster au quotidien, et c'est une entraide générale, c'est-à-dire que nous on a à apporter aux autres, et effectivement ces amis-là nous apportent leurs compétences et leurs expériences aussi, donc c'est pas une personne en particulier, mais effectivement là de créer un petit vivier d'entrepreneurs autour de nous, c'est une grande force, et aujourd'hui et en fait c'est une rencontre, c'est des rencontres qui sont arrivées au bon moment, je pense, parce qu'en fait quand on a lancé la marque, on va pas se mentir, ça va être même un peu violent, les amis qu'on avait de l'époque, qui sont toujours nos amis, notre famille, on va pas se mentir, même si certains faisaient bonne figure, je pense que peu de monde y croyait. Peut-être qu'ils pensaient que voilà, ça allait vivoter un moment, mais que sur le long terme ça avait pas c'était pas viable. Et en fait on s'est rapproché de Glenn Vigouroux pour un shooting, tout bonnement. Et du coup en fait il a commencé à nous je sais pas comment le formuler, mais en tout cas voilà, il nous a amené à faire d'autres rencontres, et ces gens-là en fait ils comprenaient ce qu'on vivait, et ils comprenaient toutes les problématiques auxquelles on pouvait faire face, et donc du coup ça nous a permis de nous rassurer et de nous tirer vers le haut. C'est ça, et puis s'accrocher aussi sur les projets. Ok. Et niveau inspiration, donc là je parle pas du réseau personnel, mais qui sont les gens qui vous inspirent aujourd'hui? Ça peut être des créateurs de marques, je sais pas, des entrepreneurs, des artisans, je sais pas. Tu veux répondre? Non, vas-y, je te laisse. Ok. Alors franchement, moi je sais que c'est pas des références qui plaisent forcément à tout le monde. C'est pas grave. Non mais vraiment, et je les assume complètement. Moi, je suis une très grande admiratrice de Caroline Receveur. C'est une nana qui a démarré en faisant de la télé-réalité. Aujourd'hui, elle a clairement bâti un empire en France
grâce à son influence. Et voilà, moi je trouve que c'est un très beau parcours. Elle est extrêmement critiquée, effectivement, parce que c'est une influenceuse qui est très suivie. Et comme beaucoup d'influenceuses, elles sont pas forcément comprises. Mais je trouve que voilà, c'est une nana qui est partie de rien, et aujourd'hui ce qu'elle a créé c'est assez impressionnant. Donc pour moi c'est clairement un exemple à suivre, même si je sais que beaucoup ne seront pas de mon avis. Après effectivement moi je suis une grande friande de podcasts d'entrepreneurs, etc. Donc de façon générale il y en a énormément qui m'inspirent. Après un plus qu'un autre pas forcément. Je sais pas toi Matt si t'as... Non, il y a forcément la marque, le slip français, qui, voilà, c'est quand même un exemple parce que c'est pareil, c'est un pari. En fait, moi, je me retrouve un peu dans l'histoire de la création de sa marque, c'est que c'est un pari. Mais après, j'ai pas d'idole ou de référence. En fait, c'est un peu tout, quoi. En fait, on est, je pense, tous les deux consommateurs via les réseaux sociaux de jeunes marques, mais des marques même qui peuvent être passées inaperçues et inconnues. Par contre, ils ont la bonne idée de communication. Et donc ça génère en toi une idée que tu peux appliquer par exemple à ta propre activité, ou ça peut être un produit qui n'a jamais été fait pour la Bretagne et tu te dis c'est bête, pourquoi pas le faire, ou lui donner un autre peps. Clairement aujourd'hui les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment notre plus grande source d'influence, que ce soit les personnes qu'on suit ou les produits ou les stratégies de communication qu'on peut voir passer mais on n'a pas un bench qui est figé et qui nous suit depuis 3 ans. En fait c'est ce qui passe, et voilà, je pense que la meilleure prise de notes c'est le screenshot, et puis on s'en rappelle quand on crée la collection, on s'en rappelle quand on doit faire une opération. Voilà. Ok. Et maintenant on va parler d'entreprendre quand on est en couple. un sujet important puisque vous êtes mariés. C'est quoi les avantages, les inconvénients de travailler d'entreprendre quand on est en couple? Alors, je pense que les avantages et les inconvénients dépendent de chaque couple. Notre inconvénient à nous, en tout cas personnellement, je pense que ça a été nous deux très forts caractères, l'un comme à l'autre. Je pense qu'il n'y en a aucun de nous deux qui s'écrase face à l'autre et que ça peut parfois monter dans les tours. Après, notre très grande force, c'est qu'on se connaît par cœur, que quand il y en a un qui flanche, l'autre est là. C'est beaucoup plus facile quand on a une relation intime comme la nôtre que quand on est deux amis. Voilà. Donc, on sait se soutenir, on sait se rebooster, on connaît l'autre, ses failles, ses faiblesses, ses forces, et donc c'est beaucoup plus facile d'en tirer parti. Elle a l'air hyper sereine aujourd'hui sur ce qu'elle peut dire. Je peux t'assurer que c'était pas du tout le cas au départ. En fait, au départ, c'est très très compliqué, on va pas se mentir. Même si sur le papier, on était très complémentaires. Là, je mets vraiment de côté le côté intime. Mais par rapport à nos études, par rapport à nos bagages professionnels, on était très complémentaires. Elle pouvait gérer l'image, elle pouvait gérer les réseaux sociaux. Moi, j'y comprenais pas forcément grand-chose. D'ailleurs, il y comprend toujours rien. Moi, j'étais plus sur la partie créa, sur la partie chiffre, entre guillemets, à la base. Donc en fait, quand elle me dit qu'elle va me rejoindre, je veux pas parce que j'ai peur de ce qui peut nous arriver. Mais par contre, je sais que sur le plan professionnel, ça va être une force. Après, elle arrive et c'est difficile, même si ça faisait que 3 mois que j'étais tout seul. C'est difficile de lui faire une place, de lui dire... T'as l'impression en fait qu'elle connaît rien, t'as l'impression que c'est pas vrai, hein, que tout ce que je faisais, je le faisais mal à ses yeux. Alors que je savais très bien que je le faisais correctement. Effectivement, je le faisais pas forcément de la même manière que lui, mais je pense que le fait qu'on n'ait pas démarré ensemble, il a pris une petite longueur d'avance et j'ai eu du mal à m'intégrer parce qu'il avait mis ses process en place et qu'il fallait pas que ça change. Alors qu'il y avait des trucs qui me paraissaient illogiques au possible, que je voulais justement changer, mais c'est un peu c'était un peu compliqué. Il fallait un peu s'apprivoiser au niveau de l'organisation. Et puis vivre ensemble, on habitait déjà ensemble, etc. C'est pas pareil que travailler ensemble, où on a chacun des habitudes de travail différentes, des besoins différents. Et puis ça veut dire aussi que c'est vivre 24 heures sur 24 ensemble. Et ça, c'est pas tous les jours facile parce qu'il faut réussir à mettre de côté la querelle qu'on a eue au boulot quand on rentre à la maison le soir. Et ça, franchement, ça n'a pas été évident. Moi, je suis une très grande rancunière. Donc, ce qui s'est passé la journée reste le soir, le lendemain, le surlendemain. Et... Je pense que c'était la plus grosse difficulté, c'est qu'en fait, elle dissocie pas du tout.
pro et perso. Ouais. C'est quasi impossible de différencier pro-perso. Moi, je pense que j'y arrive plutôt bien. Toi, tu y arrives plus. Après, là où on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on travaille comme des acharnés. Donc, c'est-à-dire qu'on se levait à 5h le matin pour rentrer à 23h le soir. Donc, la limite, la frontière entre le pro et le perso, elle existait déjà quasiment pas. Donc, c'est difficile de la marquer encore davantage. Ça a été quand même une problématique. Et puis, quand on travaille autant, ça ajoute à ça la fatigue, le ras-le-bol. Donc, on a moins de patience. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a eu, on va pas se cacher, on a quand même traversé des moments qui étaient plus compliqués, de se dire, mais on n'arrivera pas à travailler ensemble sur le long terme, ça va pas le faire. Et puis finalement, on se rend compte que c'est des habitudes à prendre. C'est avec le temps qui passe, on apprivoise les méthodes de l'autre, on sait ce qu'il faut dire, pas dire, faire, pas faire. Et c'est la confiance aussi, un peu comme dans un couple au final, c'est de se dire que... Moi, j'ai tendance à vouloir un peu être omniscient au sein de ma société, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'en fait, au final, déléguer, faire confiance, c'est, je pense, les 2 grosses problématiques de mon côté entrepreneur. Je passe pas derrière tout le monde, mais ça va passer par des petites questions. Voilà, est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que tu as bien fait ci ? Comment tu as fait ça ? Tu as envie de tout maîtriser aussi, peut-être. C'est ça. En fait, j'ai du mal encore aujourd'hui. En fait, on a grandi en très peu de temps. En l'espace d'1 an, on est passé donc de 2 à 6 et 10 au pic. Donc, c'est compliqué en fait de se dire est-ce que le travail va être aussi bien fait que quand c'était moi qui le faisais ? Il y a Sauf tout ça. que le fait qu'il pose la question à un salarié, ça me dérange pas. Le fait qu'il me pose la question à moi, ça me dérange. Donc effectivement, on a eu quelques petites querelles là-dessus. Après, c'est effectivement, je pense que le secret, c'est de la confiance et c'est effectivement arriver à se dire que la personne qui nous énerve au boulot, c'est pas la personne à qui on doit s'en prendre le soir en rentrant à la maison. Et donc voilà, faut arriver à dissocier les deux, même si c'est clairement pas facile. Paradoxalement, c'est plus facile maintenant que l'activité bat son plein, parce qu'avant on a le temps en fait d'aller checker, d'aller entre guillemets fliquer. Là aujourd'hui, j'ai pas le choix que de faire confiance, mais à tout le monde. Que ce soit ma femme, que ce soit mes salariés, mes collaborateurs, j'ai pas le choix, parce qu'aujourd'hui il faudrait des journées de 48-72 heures pour que je puisse faire le tour de tout ce qui se passe au sein de la boîte. Donc c'est vrai que là maintenant c'est plus serein aussi, une fois que tu l'acceptes, t'es plus détendu, et puis les querelles elles sont de plus en plus anecdotiques, quoi. Et puis surtout avec le recul, je me dis que les choses n'auraient pas pu être différentes, parce que j'imagine si Mathias avait vécu ça tout seul et que moi j'avais eu un boulot de salarié, je pense que notre couple n'aurait pas pu tenir, parce que c'est un investissement de chaque minute. On vit Brest Club, on dort Brest Club, on mange Brest Club, et je pense que pour le compagnon qui reste à côté et qui n'est pas impliqué à 100% comme moi je peux l'être dans le projet, ça le fait pas. Honnêtement, je pense que c'est très compliqué, et je suis pas sûre que ça aurait pu tenir. Je pense que la boîte aurait pris le dessus sur... En fait, je pense que si t'es pas en couple, enfin dans ce cas de figure en tout cas, dans ce qui nous représente, si j'étais pas en couple et que je travaillais pas avec Maëlys, je pense que quand je rentre le soir, j'aurais pas envie de lui expliquer les choses, et elle aura besoin de cette explication. Pourquoi t'es pas là ce week-end, pourquoi tu bosses encore là, pourquoi tu rentres tard, et en fait t'as pas envie de parler, t'as envie juste de te poser dans le canapé, souffler 1 heure et puis aller te coucher. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait toutes les cartes en main parce qu'elle vit les mêmes choses que moi, en fait ça simplifie les choses, parce qu'on n'a pas à se le dire, quoi. On n'a pas à s'expliquer. On n'a pas à se le dire, et c'est la même chose. Et je pense que c'est ça qui est important à prendre en compte quand on monte une boîte seul, et qu'on est en couple, c'est mine de rien de prendre en considération l'autre, et le fait que, n'étant pas dans la structure, il ne peut pas savoir ce qui se passe, et qu'il a besoin effectivement d'explications, surtout quand ça prend autant de place dans la vie de l'autre. Et ça, là-dessus, nous... on a eu d'autres difficultés, mais pas celle-là. Ok. On va parler conseils maintenant. Ouais. Quels sont les conseils que vous donneriez à un entrepreneur qui veut créer une marque de fringues ? Alors moi, que ce soit marque de fringues ou pas marque de fringues... Pas bretonne en tout cas. Ouais, c'est ça. Le conseil que j'aurais envie de donner, c'est déjà de croire en son projet, malgré tout ce qu'on peut entendre. Il y aura toujours des gens pour dire c'est pas une bonne idée, c'est pas le bon moment. Il y aura effectivement, c'est ce que je dis souvent, les feux seront jamais tous au vert en même temps pour se lancer, mais si on se lance pas, on saura jamais. C'est un peu la décision que j'ai prise quand j'ai refusé le CDI contre l'avis de tous. C'était de me dire moi j'y crois et je vais prouver que c'est possible. Et je pense que ça c'est un des meilleurs conseils que je peux donner, c'est croyez en votre projet
Et oui, écouter les autres, c'est important, mais s'écouter soi, ça l'est tout autant, voire plus. Et ça, c'est pour moi très, très important. Après, un conseil qu'on donne à toutes les marques de prêt-à-porter qui viennent nous voir, c'est... effectivement, on veut toujours faire le produit le moins cher possible. C'est ce que nous, on a essayé de faire avec Press Club. Mais un produit pas cher, c'est souvent un produit de mauvaise qualité. Et donc, le problème, c'est que les gens l'achètent une fois, mais ils ne rachètent pas deux fois. Et c'est ce qui fait qu'une marque ne peut pas durer dans le temps. C'est que si toutes les ventes sont one-shot parce que le produit est de mauvaise qualité, bah, c'est pas une marque qui va pouvoir perdurer. C'est le constat qu'on a fait très vite et heureusement, on a su très vite switcher et passer sur du produit de bonne qualité. Et ça, c'est un conseil qu'on donne, c'est arrêter de vouloir faire du pas cher parce que du pas cher, ça dure pas dans le temps et ça donnera pas une bonne image de votre marque. C'est clair. Moi, je vais rebondir justement sur les conseils pour les créateurs de marques. On en voit passer du coup chez Atelier Grammage, qui est notre entité de personnalisation textile. Et c'est vrai que bien souvent, voilà, les gens ont l'impression que le visuel prime sur le concept. Et dans le milieu de la fringue et de la marque de t-shirt, sweat, enfin de produits on va dire classiques, c'est plutôt le concept qui va primer. Tu peux avoir un visuel qui est un petit peu moins beau que ton voisin, par contre si tu as un concept, c'est toi qui feras la différence, c'est toi qui va percer au niveau du marché. Aujourd'hui voilà, des petits jeunes qui viennent en se disant je vais être le nouveau Walk in Paris ou ce genre de marque. J'en vois tous les jours et c'est vrai qu'en fait ils ont du talent, ils dessinent très bien, ils ont un côté affirmé dans leur création, c'est des gars qui assument aussi des gars ou des filles d'ailleurs, qui assument leur style. En revanche ils sont noyés dans la masse parce que tout le monde a les mêmes influences. En revanche pardon. En revanche la personne qui vient avec un concept et qui n'a pas forcément ses visuels sur la table, qui me dit voilà, moi je veux faire un truc par exemple éthique, je veux me positionner sur les éléments naturels. C'est une marque récente qu'on accompagne et en fait qui lui en fait reverse chaque mois une partie de son bénéfice à une association, donc il se met en relation avec cette association là. Il y a toute une communication qui est dédiée par mois. Donc en fait le produit c'est plutôt un prétexte pour mettre en avant une association, des valeurs qui lui sont propres et au final ces produits se vendent bien plus que le nouveau Nike ou le nouveau Adidas. Disons que c'est facile de vouloir monter une marque de prêt-à-porter mais ça se travaille et effectivement un concept primera. C'est clair. Permettra c'est pas juste du design sur du textile. C'est pas quoi, juste parce qu'on a fait un beau dessin qu'on va réussir à créer une marque. Et ça, on en est le premier. Je pense qu'il y a 15 ans, je pense que c'était le cas. Aujourd'hui, parce qu'en fait, c'était plus complexe aussi. C'était plus complexe en fait de créer. Je pense que c'était plus coûteux, plus complexe de trouver les bons intermédiaires pour pouvoir faire aboutir le projet. Aujourd'hui, grâce à des imprimeurs comme nous, grâce à des solutions sur Internet, tu peux facilement faire ton t-shirt personnalisé et lancer ton petit business. Alors bien souvent, comme j'appelle ça, ils y vont au noir entre guillemets, quoi. Mais avec l'auto-entreprise aussi, ça a facilité les choses. C'est-à-dire que les gens peuvent se faire un à côté grâce à ça et peuvent tester surtout. Tester. Et donc aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de marques qui se créent tous les jours, qui auront une durée de vie plus ou moins longue en fonction de la motivation de la personne qui l'a créé. Mais de percer, il y en a très peu. C'est clair. Et moi, j'ai, je pense, deux derniers conseils à donner. Un qui nous sert aujourd'hui au quotidien, c'est de très bien s'entourer dès le départ de professionnels. Nous, on est des professionnels de la création graphique et de la communication. Typiquement, toute la partie comptable, c'est quelque chose qu'on ignore, qu'on connaît très mal. Et on a fait le choix, une fois qu'on avait décidé de lancer la marque de manière professionnelle, de s'entourer d'un cabinet comptable qui aujourd'hui est un conseil au quotidien dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le temps
de faire la comptabilité, d'analyser les chiffres constamment. Et pourtant, c'est ce qui fait vivre une boîte. Et on est très content aujourd'hui d'avoir un cabinet comptable qui, au-delà de la partie comptabilité, est aussi un très bon conseil de développement, d'investissement, etc. Donc ça, je pense que bien s'entourer de professionnels, c'est des métiers qu'on n'apprend pas comme ça, la comptabilité. Et autant voilà, devenir commerçant, bon, bah, ça s'apprend et voilà, on apprend petit à petit. Il y a quand même des métiers où il faut savoir s'entourer et pas se dire j'en ai pas besoin. Parce que mine de rien, tout ce qui est démarche comptable, administrative, etc., c'est extrêmement lourd. Et ça prend un temps fou, donc il faut aussi savoir le déléguer. En fait, il faut savoir que quand tu deviens entrepreneur ou que tu veux lancer ton truc, c'est que tu as une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle est certainement pas dans la comptabilité, dans l'analyse des chiffres. Donc, choisir son comptable, je pense que c'est, voilà, quand tu fais ton business model, tu peux questionner, ça peut te prendre 3-4 jours, c'est pas très grave, mais d'aller rencontrer les comptables, parce qu'il y a des comptables qui vont, eux, juste voilà, te rendre ton bilan, faire les démarches administratives moyennant finance et basta. Et d'autres cabinets comptables qui aujourd'hui ont une vision plus moderne des choses et qui vont... Conseils. Voilà, qui vont... Ça. Et ça va être un collaborateur. Toutes les grandes étapes, nous, qu'on a vécues dans la société, ça nous a été très fortement conseillé, ou en tout cas à chaque fois validé par notre cabinet comptable. Et jusque-là, ça n'a jamais été une erreur. Donc ça, je pense que vraiment, c'est important de se dire qu'il faut pas chercher à faire tous les métiers dans une société. Il y en a qu'on ne maîtrise pas et c'est pas grave. Chacun son expertise aussi. C'est ça, voilà. Ça, c'est important. Et ensuite, je pense la dernière et qui revient sur tout ce qu'on a dit, c'est que il arrive parfois dans la vie d'une société des difficultés auxquelles on ne s'attend pas du tout, qui nous mettent complètement à terre. C'est ce qu'on a vécu, je pense, avec le Brésil, et de se dire que rien n'est définitif, qu'il y a toujours une manière de rebondir et qu'il faut pas abandonner, il faut pas lâcher. Et voilà, il y a toujours des solutions, on a toujours des gens pour nous aider. Nous, c'est ce qu'on a cru. On a cru que tout allait s'arrêter et à chaque fois, on a su rebondir. Aujourd'hui, bon, il y a certainement d'autres galères qui vont nous arriver, mais voilà, il faut pas se laisser bouffer, il faut pas se laisser miner, il faut arriver à prendre du recul, se dire que rien n'est jamais catastrophique et qu'on arrivera toujours à rebondir. Et puis c'est la vie du chef d'entreprise en fait. Je pense qu'être chef d'entreprise, c'est être capable de résoudre les problèmes. C'est ça. C'est ni plus ni moins. Plus ou moins en fait. grave selon les mois, mais bon. Plus ou moins rapidement. C'est ça, voilà. Mais okay. Globalement, ça fait partie du jeu. Il faut pas se démoraliser dès qu'il y a une petite difficulté parce que sinon on n'avance pas. Très bien. Voilà. Avant-dernière question, c'est quoi la suite pour Brest Club et c'est quoi la suite pour vous? Alors, déjà Brest Club, en fait, voilà, je pense qu'on est au tout début, je l'espère, d'une belle aventure. Et donc en fait, oui, parce que ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, voilà, donc c'est vraiment tout récent. On a l'impression que, alors parfois il y a des jours où on a l'impression que ça fait des années, et d'autres que c'est tout neuf. Non, pour l'instant, voilà, on ouvre Brest dans une semaine. Après, on s'arrête là. Sur les boutiques physiques, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. Puis Brest et Rennes, c'est les 2 grandes villes en Bretagne. C'est ça, voilà, pour l'instant. Après, voilà, en tout cas, à court terme ou moyen terme, il n'y a pas d'ouverture de boutique de prévu. Parce qu'aujourd'hui, on a un beau réseau de distributeurs. Ça nous permet de couvrir quand même une grosse totalité du territoire breton, et surtout comme on va pas se mentir, sur la côte c'est des activités très saisonnières. Ouvrir une boutique à l'année, ça n'a pas d'intérêt, donc on préfère s'appuyer sur un réseau de distributeurs qui positionnent nos produits au bon moment, et ça nous suffit largement. Et puis continuer dans ce développement d'image de marque, accentué sur la mode et la Bretagne. En fait, on n'est pas parce que c'est la Bretagne qu'on est obligé de faire du ringard. Donc c'est continuer vraiment dans cette optique-là, en fait, d'aller s'inspirer de ce qui se fait dans une marque plus généraliste et de l'adapter à la sauce bretonne. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à affirmer une identité, mais un peu comme un enfant, elle ne cesse de grandir. Je pense que la collection que j'ai sortie il y a 3 ans, je sortirai certainement pas ça aujourd'hui, et avec un peu de recul je me dis que c'était nul, mais au final ça fait partie du cheminement, et j'espère qu'on va cheminer encore comme ça longtemps. L'idée c'est de continuer à développer les gammes aussi, parce que plus la boîte grandit, plus on a de trésorerie pour se permettre de développer des nouveaux produits. Et voilà, je pense que là c'est tout le chemin qui nous attend, c'est de continuer à développer la marque pour la faire vivre le plus longtemps possible. Très bien. Et dernière question, quels sont les entrepreneurs que vous me conseillez pour des prochains podcasts? Dans le milieu du textile ou peu importe. Question piège.
suis en train de... J'avoue, en plus, moi, j'ai une mémoire des noms qui est ça peut être une marque très défaillante. Ouais. Qui vous intéresse ou, Je suis vraiment nul à ce jeu-là. La question piège. Sur la dernière, en plus, hein, Bah ouais. T'es pas cool. Il en faut bien une. Non, moi, je pense que quelqu'un qui... que nous, on suit pas mal parce qu'on connaît personnellement, je dirais studio vraiment sympa. Parce que aujourd'hui, que ce soit eux dans la création, le développement de leurs propres activités ou dans l'accompagnement et la valorisation des acteurs rennais, je trouve qu'ils ont un champ qui est hyper complet. Puis encore un couple qui entreprend. Hein, c'est ça, encore un couple qui entreprend, qui certainement ont d'autres difficultés que nous. Non, et puis je pense qu'ils ont une approche qui est complètement différente de la nôtre. Et clair. Je pense que voilà, ça peut... Et puis ils sont multi-activités, multi-projets, multitâches, multi-compétences, voilà. Donc je pense qu'il y a matière à tirer des bonnes informations. Très bien. Merci à vous deux pour avec grand plaisir, merci de nous avoir reçus et écoutés si longuement. Exactement. Et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur. À bientôt. À bientôt. Ciao.